Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode week-end de Tech Café. C'est le petit supplément, si jamais vous n'en avez pas assez des news qui vous sont délivrées dans l'épisode hebdomadaire de Tech Café, eh bien il y a encore plein d'autres choses à confier à votre connaissance et à votre veille tech, et puis matière à discuter. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver pour ce week-end Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va fort bien. Eh ben très bien, tu avais un conducteur un petit peu plus complet que de précédentes semaines, donc on a déplacé la rubrique jeux vidéo, donc pas d'inquiétude, on va parler de jeux vidéo dans cet épisode week-end de Tech Café, en mode repos, café croissant. On a aussi des sujets autour de la vidéo avec les YouTube, Netflix et compagnie. On a des news autour du matériel et de la tech, avec l'informatique portée. On a plein de choses en fait assez diverses et variées dans le domaine du matériel, des acquisitions. Guillaume, sans autre forme de procès, je te propose qu'on attaque tout de suite avec justement la rubrique vidéo, parce qu'il semblerait que les Twitchers ils soient pas contents. Absolument. On n'est pas contents. Un vent de colère et de révolte souffle sur Twitch. Alors d'une part, la plateforme a un problème avec les lives de jeux de hasard, donc les jeux vidéo, c'est pas les seuls jeux à faire fureur sur Twitch, apparemment les jeux de casino aussi, les jeux d'argent, donc c'est une catégorie qui est plus populaire probablement que la chimie organique amusante. Malheureusement, dommage. Oui, les casinos en ligne sont illégaux chez nous, mais c'est pas le cas partout, bien entendu, et les vidéos de gens qui se font plumer en ligne attirent apparemment beaucoup de monde, ça me dépasse un peu. Je savais pas du tout. Avant que ce soit interdit, je savais pas. Franchement, j'aurais pas imaginé, mais en fait, c'est très logique. Écoute, en tout cas, ces vidéos sont souvent des pubs déguisées, donc illégales, puisque les sites payent en fait les streamers qui jouent, et souvent, comme c'est bizarre, perdent énormément d'argent, donc d'ailleurs celui qu'ils demandent à leurs abonnés, parfois même plus. Donc au-delà d'entretenir une dynamique quand même assez malsaine, ces lives peuvent pousser à l'addiction, aux jeux d'argent. Certains streamers ayant eux-mêmes ce problème, donc Twitch le sait bien, mais il fait pas grand-chose, et donc à l'initiative de Pokémon, une grève de streamers ultra populaire, pourrait commencer après Noël. Voilà, si Twitch n'a rien fait d'ici la fin de l'année, Pokémon a donc donné un ultimatum, on va dire, à Twitch. Alors, il y a un autre sujet de tension ces derniers jours, toujours sur Twitch, la baisse des rémunérations de certains streamers, qui bénéficiaient jusqu'à présent du tarif préférentiel de 30%. Préférentiel, 30%, et oui. Parce que la commission de Twitch, normalement, c'est 50-50, en fait, entre toi et la plateforme. Au-delà des 100 000 premiers dollars. D'un côté, ça peut être vu du coup comme un retour à l'équité. Après tout, tous les streamers ne bénéficient pas des mêmes conditions, c'est injuste. Du coup, Twitch assomme tout le monde pareil, parce que il peut, tout simplement. Twitch, c'est un exemple parfait de plateforme monopolistique qui se met bien. Il prend 50%, et puis c'est à prendre ou à laisser. Tu peux pas trop laisser, en fait. Si tu veux exister en ligne, c'est difficile. Bon, évidemment, les streamers sont pas contents, parce que même ceux qui bénéficient pas, en fait, des 30%, parce que justement, ils espéraient en bénéficier un jour, et là, c'est mort. C'est ça que ça fait, les monopoles. On se demande pourquoi est-ce que je suis plutôt du côté Epic. Mais je me demande, est-ce qu'il y a grand monde qui pensait que ça durerait longtemps, cet âge d'or de Twitch? Il y avait déjà eu des actions de rééquilibrage un peu des revenus, on en avait parlé, et je pense que vraiment c'est écrit qu'un acteur, je dois pas dire acteur, je fais attention, qu'un service comme ça, qui est le seul à proposer quelque chose, effectivement tu as raison, en situation de monopole, je vois pas pourquoi il continuerait à donner autant d'argent. Effectivement, peut-être qu'il pourrait partir, mais pour aller où finalement? Certainement pas sur YouTube. Je pense pas en tout cas que ça puisse remplacer vraiment Twitch. D'ailleurs, YouTube qui sait très bien ce qui est bon pour nous, Guillaume. Ils ont tenté, mais en tout cas, YouTube, effectivement, il y a un autre sujet sur YouTube. YouTube recommande des vidéos, c'est presque son cœur de métier, et en gros, tu as quand même des moyens de dire si ça te plaît pas, ce qu'il te propose. C'est logique, après tout, ça permet d'affiner un petit peu les réglages, de connaître tes goûts, tout ça, c'est bien, sauf que ça marche pas. Il y a une étude de Mozilla sur 20 000 participants qui conclut que globalement, YouTube continue à te montrer des vidéos que tu veux pas voir, que tu lui dises ou non. Donc le bouton je n'aime pas est négligeable dans son effet, puis il stoppe que 12% des mauvaises recommandations, le pas intéressé seulement 11%. Ce qui marche encore le mieux, c'est les ordres en fait, c'est dis-lui de virer un truc de l'historique, ça marche un peu mieux, ou de plus recommander une chaîne, et encore ça stoppe entre 29 et 43% des suggestions, donc c'est pas non plus incroyable. Alors YouTube se défend en disant que l'enquête, l'enquête elle comprend pas comment fonctionne l'algo et tout, c'est vrai, comprend pas parce que personne ne sait comment ça fonctionne en fait, l'algo c'est un secret industriel. YouTube donne la priorité au temps de visionnage,
ce qui est bon pour lui, globalement. Certaines recommandations putassières à base de bikini et de crypto pour casser la baraque sont apparemment très difficiles à éviter. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de progrès à faire pour la prise en compte des vrais goûts, finalement, des utilisateurs encore. Ouais, on est loin de je m'abonne, je vois, je m'abonne plus, je vois plus. Hein. On en est très 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 loin quand même depuis longtemps. Allez, on reparle un petit peu de codec vidéo. Bah oui, forcément, quand on parle de vidéo, avec une mise en avant de Google, justement, Guillaume. Mais oui, avec la V1, alors oui, la suite de la V1, alors est-ce que c'est la suite de la V1, je sais pas, mais Google veut aller encore plus loin que la V1. Alors la V1, je rappelle, c'est quoi? C'est un codec, donc c'est un algorithme de compression de données vidéo qui est concurrent du H265, mais qui est libre, c'est ça qui est fou. Donc il est issu de VP9 à l'origine, le codec Dawn2 que Google a racheté il y a plus de 10 ans maintenant, donc oui, effectivement le temps passe. Donc c'est sans frais de licence, AV1 fait son trou un petit peu partout, évidemment, parce qu'il est gratuit, c'est quand même pas mal, et donc il est évidemment aussi supporté par Google, et évidemment ça part pas mal, hein, avec la plus force de frappe de Google. Les principales cartes graphiques supportent aussi désormais la décompression hardware du AV1, ce qui est extrêmement important, et dernièrement même sa compression. Parce que AV1 il est très efficace. Pas le M1, hein, je crois, c'est une critique qu'on peut faire au processeur M1 d'Apple. C'est possible, oui, tu as raison. Tu as raison, enfin en tout cas c'est le cas d'AMD et de Nvidia. Et de la compression même, ce qui concerne Nvidia, j'en suis sûr, AMD je sais plus, faudra que je vois, mais bon. AV1 en tout cas est très efficace, il est 50% plus efficace que H264, mais il est aussi plus complexe. Donc Netflix et YouTube par exemple l'utilisent, il est poussé par donc la Alliance for Open Media, qui compte dans ses rangs, Google évidemment, mais aussi Amazon, Apple, ARM, Intel, Meta, Mozilla, Nvidia, etc. Donc Google veut aller encore plus loin, en visant cette fois non pas les codecs, comme donc H265, mais plutôt des standards, un peu comme des formats de fichiers en fait, hein, pour le HDR et le son 3D. La cible, ça semble être carrément Dolby, parce que Dolby possède Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son 3D. Ces standards en fait n'imposent pas de nouveaux codecs. On prend des flux classiques, on va dire, pour le son en Atmos, et c'est la manière dont c'est décrit et empaqueté hein, qui fait le standard. Donc, comme H265, toutefois, Atmos, c'est pas gratuit. Il y a une licence à payer à Dolby pour ça. L'Alliance veut donc sortir son standard pour l'Immersive Audio Container, donc il y a une réponse à Dolby Atmos. Et il veut aussi pousser le standard HDR10+, de Samsung, en fait, comme alternative libre à Dolby Vision. Donc Dolby, c'est une marque qui est évidemment ancienne, hein, qui a une grosse image de marque. Hein. Ça ne sera pas facile de la contrer quand même, parce que dans l'esprit, c'est associé à qualité, Dolby, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Moi y compris d'ailleurs. Mais de notre côté, Google a les moyens, puisqu'il possède quand même un système d'exploitation. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Plusieurs systèmes d'exploitation, dont le système d'exploitation mobile numéro 1, Android, le navigateur le plus utilisé, Chrome, le service de vidéo le plus utilisé du monde, YouTube. Et encore plein d'autres choses. Donc voilà, il y a une force de frappe derrière qui est assez énorme. C'est vrai que j'ai plus en tête vraiment Dolby. Bon, on voit le logo hein, en bas des contenus qu'on regarde ou qu'on écoute, mais j'étais là en train de me promener sur le site de Dolby. C'est vrai que c'est une marque qui inspire quelque chose de qualité, alors que probablement mon oreille est complètement incapable de voir la différence entre beaucoup de mises à disposition de contenu dans différents formats. Pour l'Atmos, tu peux pas te tromper puisque le son peut venir d'en haut ou d'en bas. Tu sais qu'il est spatialisé en vertical. Ouais, est-ce que c'est le seul moyen Dolby d'arriver à restituer ça? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est le seul moyen? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la différence que donne Atmos, quoi. Ouais, c'est ce qu'il présente. Bon, et c'est vrai que j'ai écouté des contenus, des musiques en Dolby Atmos, et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'immersion quand on le compare. Encore faut-il que je ne me fasse pas avoir, parce que je suis pas suffisamment connaisseur. Peut-être que je me fais complètement embarquer dans les comparaisons. Bref, allez, autre acteur de la vidéo, forcément, mais qui est peut-être un tout petit peu moins en bonne forme, ou en tout cas dans d'aussi bonnes perspectives que Google, c'est Netflix. Je sais pas, en tout cas c'était le To-Doom. Le To-Doom, ça s'appelle vraiment comme ça. L'événement Netflix hein, qui montre un peu les prochains blockbusters de l'année, donc le To-Doom. Donc, on a eu plein de trucs. On a eu, tu fais très bien, on a eu Enola Holmes 2. J'attendais que tu le dises pour que j'arrête de le faire. C'est ça, vas-y, Donc on a eu quoi? On a eu du Bridgerton, tout encore. On a eu un spin-off de la famille Addams. On a eu Pinocchio de Guillermo del Toro, une préquelle de The Witcher, donc Blood Origin qui sort en décembre, alors que la saison 3 arrivera en 2023. Plein d'autres choses, d'ailleurs, comme Oxenfree, d'ailleurs, qui deviendra aussi le jeu qui deviendra gratuit si vous avez de abonnement Netflix. Je sais pas s'il y a un truc que t'attends particulièrement, toi, sur Netflix. Absolument rien. Déjà, tout ce qui est sorti, j'ai absolument pas le temps de le regarder. Je comprends pas comment l'être humain fonctionne aujourd'hui pour avoir autant de temps à regarder de la vidéo. Je suis vraiment, moi, je suis dépassé. Tout ce qui sort, c'est ouf. Oui, je passe mon temps à rajouter des trucs
dans ma liste de choses à voir et je n'ai absolument pas de temps que je dimensionne pour les regarder. Donc bon. Ben non, mais ça c'est Pic TV. Alors effectivement, il y a clairement un truc comme ça. Et d'ailleurs, bon, dans l'ensemble, si tu veux, tous les shows ont l'air plutôt, enfin les shows ont l'air plutôt cool. Moi j'aime bien The Witcher. Mais ils ont l'air bien, oui. Oui, Quand voilà. tu vois les bandes annonces, ça a l'air vachement bien. Mais bon, ils ont intérêt. Sauf The Witcher. The Witcher, je suis désolé, j'ai bien aimé la saison 1. La saison 2, j'ai pas réussi, je m'endors devant les épisodes. C'est chiant, c'est pas bien fait. Je suis désolé, excuse-moi, je voulais me plaindre. Mais tu as le droit. Bon, enfin, en tous les cas, ils ont intérêt à être bien, le show Netflix, parce que si Netflix est toujours nettement majoritaire, ben, il subit quand même de plus en plus de concurrence. Alors, 78% des Américains sont abonnés à Netflix quand même, donc c'est énorme. Et ils sont 70% à dire que c'est lui qu'ils utilisent le plus. Cela dit, 46% sont abonnés à Disney+, 42% à HBO Max, 33% à Peacock, 26% à Hulu, 22% à Apple TV+, 5% à Hulu. Ouais, bah, j'ai dû faire donc du coup, oui, il y est deux fois. J'ai dû Mais faire dans la liste, il y est deux fois, effectivement. Oui, d'ailleurs, complètement. Et 5% seulement à Amazon Prime, ce qui m'étonne beaucoup. Bon, faut se méfier de cette liste. Bon, enfin, moi, en tous les cas, ouais, elle est très ce qu'il ressort clairement, immédiatement quand même de ça, c'est qu'il y a beaucoup de services. Donc là, il y en a, j'en ai cité 8, enfin, il y en a, bon, donc 8 en comptant Netflix, et il y en a bien d'autres, en fait, hein, parce que les amateurs d'animé penseront immédiatement à Crunchyroll ou à ADN, par exemple. Donc, si on doit s'abonner à tout ça, bah, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois, et tout ça. Ouais. Il n'est pas si étonnant que les gens fassent des choix, hein, surtout l'inflation aidant. Donc, 25% des abonnés Netflix comptent résilier, quand même, selon cette étude. Ça fait quand même beaucoup. 40% c'est à cause du prix. 20% à cause de l'inflation, d'ailleurs, donc voilà, de la hausse du coût de la vie, par ailleurs. Un quart de gens qui partent, même momentanément, même s'ils reviennent pour Squid Game 2, c'est quand même du rude. Donc ça va faire assez mal, évidemment, et voilà, le bon vieux temps de la pandémie est encore loin. Et on le voit écrit un petit peu partout, on est en plein Pic TV. Pic TV, c'est la surproduction, c'est-à-dire, voilà, Pic TV, c'est le pic de production. Enfin, en tout cas, c'est même peut-être le pic de budget aussi de production télévisuelle, quoi. Il y a une surproduction de séries qui sont souvent de très grande qualité d'ailleurs, hein, par rapport aux standards d'il y a 10 ou 15 ans. En fait, il y en a tellement que c'est même contre-productif. On n'arrive plus à tout voir, ça se fragmente en plus énormément, et il y a beaucoup de gens qui commencent à le dire, ça commence à se lire un peu partout sur Internet, et c'est une réalité. En 2013, il y avait 200 séries américaines qui ont été produites, c'était déjà beaucoup. En 2021, il y en avait 559. Et j'ose pas imaginer la différence de budget global entre 2013 et 2021, à mon avis c'est colossal. Mais ça va se calmer, parce que les catalogues maigrissent, hein, clairement, les séries se font sabrer de plus en plus facilement. Le Washington Post titrait même récemment que le streaming était en crise et que les spectateurs pouvaient le voir en fait assez facilement. Donc comme le Pic Oil, peut-être, le Pic TV est peut-être passé, je sais pas, donc voilà. 2012-2022 peut-être, Pic TV, RIP, je sais pas. Mais c'est vrai que ça rend des services comme Apple TV+ confortables. Parce que tu lances le service... Pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de série en fait. Ben voilà, c'est ça, t'as 4 séries et demie, et du coup, elles sont quand même, il faut le reconnaître, globalement, le gros avantage d'Apple globalement TV, de qualité. C'est qu'il n'y a pas de catalogue. C'est qu'il n'y a pas trop de contenu, tu vois, il y en a très peu, donc t'as un sentiment de maîtrise. Mais quelque part, est-ce que c'est pas l'ADN d'Apple que de limiter ce que l'utilisateur peut faire pour lui donner un sentiment de contrôle? C'est peut-être ça. Mais toute blague mise à part, quand je suis allé voir, parce que tu en avais parlé d'ailleurs, hein, je le confesse, au ciné, j'étais allé voir Nope. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, le ciné, c'est hyper agréable aussi. L'écran est très bon, t'as rien à lancer, à régler. Bon, non pas que j'ai des réglages très compliqués à faire chez moi pour lancer Netflix, hein, mais tu te poses, t'es dans un fauteuil bien confortable. On te chouchoute un petit peu. Si t'as la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, tu vas regarder en KTX. Et surtout, t'as pas le sentiment d'être à la rue sur tout ce que t'as prévu de regarder au cinéma. Bon. Ah mais moi j'aime bien le cinéma, mais ça depuis toujours, hein, de toute façon, donc j'ai pas vraiment. D'ailleurs, j'ai toujours une préférence pour les films et les longs métrages par rapport aux séries. Parce qu'au moins, c'est un début, un milieu, une fin, tu vois. C'est pas 12 heures, plus une autre saison, plus encore 8 saisons, plus ça, c'est bon, quoi. L'investissement est pas le même, tu vois. Ben, sauf quand tu tombes sur des trucs Marvel où t'as le moins bon des deux mondes. C'est-à-dire que t'as des séries où t'as des épisodes de 2h30 tous les ans. Ah, c'est le pire du pire. Bah, c'est moi, en tout cas, c'est mon opinion. Je veux dire, ça ne regarde que moi. Oui, pardon. Voilà, bien sûr.
Il en faut pour tous les goûts, effectivement. Mais je me demande du coup, à moyen long terme, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, à l'avenir? Est-ce que les productions vont forcément se tasser parce que il y aura une saturation dans la consultation et que nécessairement il va y avoir des productions à perte? Nécessairement, pour des raisons budgétaires, de toute façon, il y a trop d'acteurs. Oui, parce que là, pour le coup, je pense que je peux dire, il y a trop d'acteurs sur le secteur du streaming. Les gens ont des moyens limités et aussi une capacité d'attention et un temps limité. Hein, c'est normal, quoi. Comme tu disais, on a une vie, il y a du travail. Enfin, je sais pas, quoi. Tu vois, t'as pas forcément suffisamment de temps pour tout voir. Et donc, très naturellement, oui, les budgets vont forcément, les chiffres d'affaires vont baisser, donc les budgets vont baisser, donc l'offre va baisser. Et ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, Pic TV est derrière nous, quoi. Et puis, faut mettre en concurrence, du coup, ces contenus vidéo avec justement les jeux vidéo, hein, quelque part aussi. Je pense que ça rentre en conflit direct parce que ton temps d'attention, tu peux pas le répartir. Mais oui, tu veux parler de jeux vidéo, du coup, pour continuer dans la vidéo. Alors écoute, profitons-en, parlons un peu de jeux vidéo, effectivement, parce qu'il y a plein d'infos qui étaient prévues d'être abordées dans l'hebdo. Bon, plein de petites infos. Alors notamment le hack des contenus de GTA 6, enfin des previews de GTA 6, qu'on avait déjà mentionné dans Tech Café. Il y a un follow-up à faire. Oui, un tout petit follow-up. Il y a un gamin de 17 ans qui a été arrêté. Alors c'est en Angleterre, effectivement, la police de Londres a arrêté quelqu'un qui est suspecté d'avoir participé à la fois au hack de GTA 6 et de Uber. Et ce serait pas le seul. En fait, il y aura toute une série de gens, mais pour l'instant, c'est encore très 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 flou. Bon, ce hack de GTA 6 qui a eu un énorme retentissement et qui a eu aussi, un impact assez négatif sur l'image de Rockstar. Bon, ils s'en doutaient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont pris au pied de la lettre les images, qui se sont dit mais GTA 6 il sera moche, quoi, parce que dans les vidéos c'est moche, quoi. Oui, c'est moche parce que c'est du proto, parce que le jeu il est juste pas du tout fini. Apparemment le proto avait même 3 ans d'après ce qu'ils ont dit. Donc c'est pas du tout le jeu final, et en fait il y a même quelqu'un qui a dit de manière complètement idiote les graphismes c'est la première chose qui est finie dans un jeu. C'est parfaitement faux. C'est parfois la deuxième, la troisième, la 10e, la dernière, je sais pas, mais ça n'a aucun sens. Et en fait par solidarité pure, hein, il y a pas mal de développeurs qui ont commencé à envoyer des vidéos de leur jeu en phase de développement, donc en phase de prototypage, en phase de développement. Et là, on découvre donc des vidéos de Control, qui est un jeu magnifique, hein, quand même. Control, un des plus beaux jeux PC de son époque. Avec des placeholders, quoi, avec des gros cubes marqués From Me, avec des trucs pas finis, qui sont tout moches, quoi. Il y a des vidéos de Frozen Synapse, qui a juste pas de graphisme du tout, en fait, hein. Il y a que le truc. Il y a Cult of the Lamb aussi, qui a envoyé des trucs. Il y a Sea of Thieves. Sea of Thieves, ils sont magnifiques, parce que Sea of Thieves, c'est un proto qui a été fait sur Unity, qui ressemble à un truc fait en WebGL dans les années 90, quoi. Il est absolument hideux, le truc. C'est même pas le même moteur, en fait. C'est juste pour tester des idées de gameplay, des mécaniques, etc. Ouais. Donc, par solidarité, et pour montrer que, non, en fait, c'est ce que vous voyez dans les vidéos de GTA 6, ça ne ressemblera absolument pas à ce que sera GTA 6 à sa sortie, et voilà, quoi. Et ça, c'est très sympa. Évidemment pour les développeurs, dont on montre un boulot pas fini, et dont on critique un boulot qui est pas fini, quoi. C'est quand même dommage. C'est vrai que ça paraît tellement logique qu'en fait le graphisme soit pas le premier truc que tu boucles, en fait, mais qu'il soit effectivement dans les itérations peut-être même assez loin, parce que je sais pas, effectivement ça me semble plus important d'abord quel est ton gameplay. Oui, c'est d'abord le gameplay, et puis après plus tard. Ça dépend des studios, j'imagine. Disons que le gameplay, ça me paraît quand même le truc. Les mécaniques, si tu veux, le moteur et les mécaniques, c'est quand même des trucs que tu fais en premier, puis après, tu commences à mettre... Je me rappelle quand même de certains jeux, Guillaume, que je trouvais très bof dans le ressenti de jeu. Tu me disais, à juste titre, oui, comme quoi le gameplay dans un jeu vidéo, ça compte. Mais t'as des jeux, je me demande si quand même c'est intégré, hein, justement. D'accord. Oui, vu comme ça, d'accord. Je pointe du doigt certaines exceptions qui confirment probablement la règle. Allez, la console de Logitech, on en sait un petit peu plus, du coup, Guillaume. Écoute, le cloud gaming devient tellement populaire, ça y est, ça part, que Logitech a choisi de faire une console Android. Donc en fait c'est juste une tablette Android avec des manettes intégrées, hein, comme il y en a plein, comme les Chinois en produisent plein chaque année, et qui donc est prévu pour jouer en cloud gaming, c'est-à-dire en fait être un terminal de diffusion vidéo, hein, globalement. Et c'est plutôt cool, en fait, sauf que ça coûte quand même $350, et que du coup c'est le prix d'un truc
qui jouent en local, hein, comme la Switch, par exemple. On n'est pas loin du prix de la Switch, et on n'est même pas si loin que ça du prix de Steam Deck. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc, oui, pourquoi pas, hein, une console comme ça, ça peut être intéressant. À 350 balles, par contre, j'ai un petit peu de mal à voir quel est l'intérêt du truc. D'autant plus c'est des balles de dollars sans taxe en plus. Hein. Ah oui, c'est 350 $. Donc ça peut être du 400. Donc en France, si elle sort de toute façon plus chère. Alors 350 € au minimum, de toute façon, et probablement ce sera plus. 400 balles. Ce qui veut dire qu'on sera au prix d'une Switch, et moi je vois pas très bien trop l'intérêt. Mais bon, donc voilà, je comprends pas trop la proposition, mais c'est vrai qu'on commence à voir des trucs dédiés au streaming. D'autant plus que c'est une console qui ne fonctionne qu'en Wi-Fi. Hein. Il n'y a pas possibilité de mettre de la 5G ou quoi que ce soit pour jouer vraiment totale mobilité. C'est juste du Wi-Fi. Bon, à ce prix-là, je sais pas, achetez juste une tablette de base et des manettes extensibles que vous mettez de côté, puis je pense que ça ira aussi bien. Ouais, ce sera peut-être moins du gaspillage, effectivement. Bon, chacun fait son avis. On reparle un peu de Dreamcast de Sega, Guillaume. Alors, très rapidement, mais parce que ça m'a tué. Il y a des gens sur Indiegogo qui proposent de fabriquer des VMU. Vous savez, les cartes mémoire Dreamcast avec un petit écran LCD qui se mettait dans la manette, qui se mettait dans la manette, exactement, pour ajouter un petit écran dans la manette. Je veux dire, c'était très cool, hein. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils veulent en faire des nouvelles complètement avec un slot micro SD, une batterie à l'intérieur et un port USB-C pour les recharger. Donc c'est vraiment nouvelles VMU. Pourquoi faire ? Tout simplement pour remplacer tes anciennes VMU qui peuvent être mortes dans ta Dreamcast. Donc ça s'adresse à des gens qui jouent encore sur Dreamcast aujourd'hui, qui ont encore un Dreamcast aujourd'hui. Et je n'imaginais pas que ces gens forment un marché suffisant pour que tu puisses lancer une campagne Indiegogo qui a déjà récolté 124 000 €. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et qui est d'ailleurs donc du coup financé. Donc voilà, ça va être une production de niche probablement, mais le fait que ça existe me sidère. Il y a 738 personnes qui ont financé le truc, qui ont participé au truc. Donc oui, c'est pas un gros chiffre en fait quand tu regardes. 738 unités, on est quand même sur quelque chose. Si tu veux un gros chiffre, il faut parler du budget de Star Citizen qui vient officiellement de passer à 500 millions de dollars, c'est-à-dire un demi-milliard. Quel scam vivant, c'est extraordinaire. Alors, scam vivant, non, je veux pas être. Non, c'est pas scam vivant parce qu'il y a quand même un jeu qui fonctionne. Enfin, je veux dire, il y a deux jeux maintenant. Il y a un jeu donc qui est. Non mais écoute, sans déconner, il y a un jeu qui il y a Star Citizen et puis il y a Squadron 42, je crois. Bon, Squadron 42, c'est le jeu qu'ils sont en train de faire et qui vont sortir à mon avis quand même à un moment. Et puis il y a Star Citizen à côté qui pâtit à mon avis du fait que dedans il y ait Squadron 42 à financer. Bon, oui, c'est vrai que voilà, il y a plein de choses à dire sur Star Citizen. Ça va finir par être le jeu le plus cher de l'histoire. Il a des ambitions démesurées. Il est géré n'importe comment. Il a eu un nombre incalculable de problèmes techniques et de changements de design, de moteur, de trucs. Bon. Mais écoute, il existe toujours. Il y a des versions qui sortent régulièrement et voilà, c'est un truc qui fonctionne toujours. Avec 500 millions, très honnêtement, je serais vraiment très curieux de voir la tranche finale de ce truc-là. Et je pense pas que ce soit un scam en fait. Je pense que c'est un semi-échec réel, quoi. C'est-à-dire, ils voulaient vraiment faire quelque chose. Et ils y arrivent pas trop parce qu'ils arrivent pas à se cadrer et que voilà, quoi. C'est un truc de fou. Mais peut-être qu'au final, ça fera quelque chose de vraiment unique, quoi. Parce que c'est extraordinaire, hein, Star Citizen. Ouais, c'est hors norme en tout cas. Écoute, moi je trouve ça toujours un peu compliqué d'avoir ce genre de trucs proposés et qui demandent autant d'implication en financement de la part des joueurs. Mais écoute, on a terminé notre parenthèse jeux vidéo, ce qui nous permet de se retourner vers le matériel avec l'informatique portée, un marché qui se tasse, Guillaume. Ouais, c'est un truc qui se tasse un petit peu comme, je sais pas, comme le Pic TV. Beaucoup de choses. C'est les ventes de wearables. Les bracelets, les montres connectées, voire les oreillettes aussi d'ailleurs, qui voient leur vente stagner, voire reculer de presque 7% en moyenne. Donc ils s'en vendent toujours bien sûr, mais c'est plus la folie, quoi. Alors le lancement de montres toujours plus chères par Samsung ou Apple intervient dans un petit peu contre-courant, on va dire. Alors comme d'habitude, c'est une baisse conséquente mais prévisible, parce que par rapport aux années Covid évidemment, parce que pendant le Covid, les revenus disponibles pouvaient pas
être dépensés sur les sorties et donc ils se reportaient sur les gadgets et l'équipement électronique en général pour le travail ou le loisir. Hein. Et aujourd'hui, les confinements sont terminés. Hein. Et en plus, les gens ont globalement moins d'argent, ce qui les pousse à acheter moins de gadgets ou bien à privilégier des appareils plus abordables. Donc nul doute que les marques vont s'adapter à ça. Plus durable peut-être aussi. Hein. Peut-être plus durable aussi, en tous les cas. Parce que je pense que le fait d'acheter des trucs avec des toutes petites batteries, et Dieu sait à quel point j'adore mes AirPods et le fait d'avoir ce truc sans fil, mais il faut quand même aussi reconnaître que le truc a une durée de vie limitée de par la batterie. Alors oui, les casques filaires ont une durée de vie aussi, mais enfin bon, quand même, pas trop comparable. Effectivement, en tous les cas, les marques s'adapteront d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des outsiders qui risquent d'arriver, puisque il y a un outsider qui s'appelle qui s'appelle Boat, B-O-A-T, qui est donc indien et qui arrive avec beaucoup de trucs de gadgets wearables comme ça. Ils sont donc vraiment pas chers, donc peut-être que ça va avoir un certain succès. Eh ben on verra, écoute, c'est intéressant de prendre la mesure sur ce marché-là en tout cas, et puis on va parler un petit peu de la réalité virtuelle. Guillaume, il semblerait qu'il y ait peut-être un successeur au Quest 2, et c'est pas Meta qui le proposerait alors. Mais non, parce que le prochain MetaQuest sera sans doute un très bon casque, mais sans doute un casque très onéreux, et comme on vient de dire, ça tombe plutôt mal. Après la facture EDF de janvier, on aura peut-être beaucoup moins envie d'un casque Cambria, tu vois, mais peut-être qu'on aura toujours envie de caser un petit casque Pico, comme ça, parce que le Pico, c'est une ligne de casque VR qui appartient à ByteDance. Donc ByteDance, les patrons de TikTok, et c'est une marque à surveiller parce qu'elle pourrait vraiment faire de l'ombre à Meta. Donc le Pico 4 se pose en rival dangereux pour le Quest 2 et carrément même pour le Quest Pro, limite selon son prix, parce que il a une résolution qui est légèrement supérieure au Quest 2, c'est 2160 par 2160 pareil. Il est équipé en Snapdragon XR2 avec 8 Go de RAM et il a un prix de 430 €, ce qui fait qu'il est 20 € moins cher que le nouveau prix du MetaQuest 2. Donc le Pico offre quand même d'autres avantages. Alors évidemment celui de pas être méta, mais bon du coup tu peux choisir par qui tu préfères être tracé, c'est-à-dire par Zuckerberg ou par les Chinois. Donc le Pico a un design de lentille pancake qui le rend très compact et très léger, à moins de 300 grammes. Donc on se rapproche vraiment d'une grosse paire de lunettes de ski, donc c'est quand même vraiment appréciable. Il est beau, hein. Il est beau, je sais pas, mais en tous les cas, il est plus compact et voilà, t'as l'air moins bizarre en fait avec, quand même, c'est pas mal. Le retour vidéo de la réalité aussi, le retour vidéo de l'espace environnant se fait via une caméra couleur de 16 mégapixels, donc on peut voir l'extérieur comme il faut sans enlever le casque. Les manettes bénéficient d'arceaux repliés vers l'intérieur, donc ils sont beaucoup moins gros, ils sont repliés, ce qui les rend moins susceptibles de s'entrechoquer quand tu les vois pas, tu sais, ce qui est toujours assez exaspérant. Ouais. Le casque tourne sous Android, donc il y aura un Pico Store, il faudra juger sur pièce évidemment à sa sortie, ça sort en octobre, et il est aussi possible de connecter le casque au PC pour profiter de SteamVR. Donc ça pourrait constituer une menace pour le monopole de Meta quand même, ce qui est une bonne nouvelle, parce que un monopole de moins, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est peut-être un des meilleurs casques rapport qualité-prix pour profiter de Half-Life Alyx, non? Si je dis pas de bêtises. Il faudra voir comment il gère SteamVR, mais c'est possible. Ouais, ça peut être un bon argument. Cool, c'est Cassim Ketfi qui a fait cet article sur Frandroid sur lequel tu t'es appuyé. On lui fait un coucou. Et justement, pendant qu'on parle de VR, on identifierait des choses qui seraient bonnes pour nos santé, Guillaume. Bah écoute, ça va être un argument. Écoute, une équipe de chercheurs américains et israéliens vient de faire une découverte étonnante. On ressent moins la douleur quand on est distrait par quelque chose. Et oui, je charrie un peu, mais c'est un petit peu ça quand même. Ils ont mis des casques Quest donc sur la tête de gens qui devaient se faire opérer des mains. Et ils leur ont mis une appli VR. Bon alors c'était pas Beat Saber du coup, puisque vu l'opération, mais bon c'était un truc de méditation, relaxation. Ils ont aussi pris un groupe témoin qui se faisait opérer à l'ancienne, et ils ont mesuré la quantité d'anesthésiant nécessaire dans les deux cas, et les résultats sont sans appel, 125 mg par heure pour les immergés les immergés en VR, bien entendu, contre 750 mg par heure pour les autres. Et puis la récupération post-anesthésie est aussi meilleure, évidemment, puisque les patients câblés ont reçu une dose moindre. Donc, c'est un essai concluant pour la VR, qui pourrait être utilisé en complément de l'anesthésie locale pour certaines interventions. D'ailleurs, ils vont réitérer le test avec des chirurgies des genoux ou des hanches. Une info qui ne va pas concerner tout le monde. Par exemple, les ophtalmologues ne sauteront pas au plafond, j'imagine. Mais voilà. En général, j'y avais pas pensé. Utiliser moins d'anesthésie de base, c'est toujours mieux. Ouais, tout à fait. Moi, je pense aux dentistes, moi, je sais pas pourquoi, mais tu vois, j'imagine bien aux dentistes certaines applications assez cool qu'il pourrait y avoir. Faut pas qu'il soit trop gros le casque du coup, parce que.
Non, mais là, ça va. Bon, du moment que ça laisse la bouche disponible pour le dentiste, ça va. Allez, un petit tour du côté des processeurs, Guillaume. Mais bien sûr, quelques news pupus avec RISC-V, bien sûr. Et oui, j'en parle beaucoup, mais je pense que ça sera un petit peu partout dans 5 ou 10 ans, voire même avant. ARM est bien conscient d'ailleurs de ça, de l'émergence de ces puces libres et du fait qu'elles grignotent doucement des parts de marché un petit peu partout, la NASA, pas plus tard que le mois dernier. Et bon, Dermot O'Driscoll, le vice-président produit de chez ARM, a d'ailleurs déclaré que le marché est excitant et que RISC-V est à l'origine d'une certaine compétition et que ça nous aide à nous concentrer. J'adore le langage commercial. C'est une nouvelle manière de dire que ça les fait flipper. C'est ça, le marché est excitant. Comprendre, c'est la zone. Se concentrer, comprendre, on est en panique. Je vais le réutiliser celui-ci. C'est excitant. C'est excitant. Voilà, donc un autre gars de chez ARM qui s'appelle Chris Berger ajoute... Même quand t'as une fuite chez toi, tu sais, un problème dans tes travaux. C'est excitant, c'est un joli challenge à relever. Il faut transformer les défis en opportunités toujours. C'est beau. Donc voilà, donc Chris Berger, qui est Chris Berger, bon, enfin là, il dit carrément que nous respectons la communauté, RISC-V, mais que nous ne les voyons pas vraiment comme des rivaux significatifs dans les data centers, ni maintenant, ni dans un futur proche. Bon, il les respecte, mais pas trop non plus. Bon. Et ben c'est fâcheux, parce que justement, juste après ça, SiFive révélait que ces processeurs X280 étaient utilisés en tandem avec des TPU de Google dans ses centres de calcul. Des RISC-V sont donc déjà utilisés comme le serait Intel ou AMD pour piloter un accélérateur de calcul spécialisé. Le choix du X280 n'est pas aléatoire non plus, parce que les RISC-V sont prévus à la base pour être personnalisés en fonction des besoins. Et là, SiFive aura rajouté une interface vectorielle qui s'appelle le VCXI pour Vector Coprocessor Interface Extension, assez donc X280 pour les synchroniser plus efficacement avec les TPU de Google et augmenter la bande passante. Donc je connais pas vraiment les performances brutes du X280, mais c'est une puce qui est quand même multicœur polyvalente, qui possède des instructions vectorielles qui vont jusqu'à 512 bits comme AVX. Donc en fait, je pense qu'il faudra pas attendre très longtemps avant que ces cousins, là, au 280, ne soient utilisés eux-mêmes pour du calcul ou de la gestion de données à côté des Xeon ou des EPIC, quoi, tu vois. Donc ça va aller, à mon avis, assez vite. C'est cool de le suivre. Un petit tour du côté des robots aussi, et notamment des tout petits robots qui fonctionneraient à l'énergie solaire. Ouh. Et oui, on en profite pour parler de robots rigolos et microscopiques, ce qui préfigure peut-être ceux qui seront omniprésents pour nous aider partout dans la prochaine décennie, ou qui achèveront notre entreprise apocalyptique encore plus rapidement que nous-mêmes. Des robots microscopiques, c'est pas facile déjà à fabriquer les robots microscopiques, mais il en existe déjà. Par contre, leur problème, c'est que d'habitude, ils sont trop petits pour être autonomes en énergie et surtout en intelligence. Donc il fallait qu'ils soient, commandés d'une manière ou d'une autre. Et les robots, du coup, ça c'était avant, parce que maintenant c'est plié. Il y a les scientifiques de chez Cornell qui viennent de créer des robots invisibles à l'œil nu, qui font entre 100 et 250 micromètres, et qui marchent à l'énergie solaire et qui embarquent un processeur qui commande directement les papates. Donc on a 2 mini panneaux solaires, un mini CPU CMOS relié à 2, 4 ou 6 pattes qui bougent. Tout ça pour une taille donc de à peu près 0,1 mm et qui avance tout seul dès qu'il y a le moindre rayon de soleil. Moindre rayon de lumière même en fait, il suffit d'une petite lumière. Et ils font donc 15 micromètres de haut et ils nécessitent 13 couches de photolithographie. C'est tout à la fois complètement extraordinaire et terrifiant, parce que pour l'instant ils font que ça, ils avancent à une vitesse de à peu près 10 micromètres par seconde, mais c'est déjà dingue. Parce que ça veut dire qu'ils ont réduit la consommation des actuateurs et du circuit de commande tellement pour qu'ils puissent être alimentés in situ. C'est une performance qui ouvre une montagne vertigineuse de possibilités. Les circuits actuels, évidemment, c'est très simple. Ils sont fabriqués d'ailleurs par X-Fab, qui est une boîte d'électronique, je dirais, normale. C'est-à-dire, tu y vas, tu leur donnes, tu leur donnes ce que tu veux, ils te font le contrat et c'est bon, tu vois. C'est même pas un truc de labo, en fait. C'est fabriqué avec des technologies qui sont finalement assez courantes, déjà éprouvées, sur lesquelles on peut du coup itérer. Et donc, rien n'empêche d'imaginer des robots avec des circuits qui sont plus sophistiqués que ça, avec des capteurs, pourquoi pas, des mémoires, pour qu'on puisse les programmer, des bras ou des trucs, des appendices qui puissent donc interagir avec d'autres choses pour avoir des effets microscopiques. On pourrait imaginer qu'ils puissent communiquer entre eux aussi et agir comme des essaims. Ça s'est fait avec des robots macroscopiques, pourquoi pas avec des robots microscopiques. On pourrait même imaginer qu'ils puissent s'adapter à des situations avec des puces qui puissent apprendre des choses et tout ça, tout en restant invisible à l'œil nu. C'est des sortes de poussières comme ça qu'on voit même pas. Ils pourraient être absolument partout sans qu'on en ait conscience, jusqu'à même l'intérieur de nous. C'est incroyable. C'est rassurant. Oui, n'est-ce pas ? C'est très rassurant. Ouais, je suis très confiant sur l'avenir. Je ne suis pas du tout inquiet en regardant la poussière autour de moi, Guillaume. Allez, les acquisitions, c'est aussi un gros sujet qui touche la tech en général. Dès qu'il y a des rachats, des préparations de rachats, etc., c'est toujours intéressant à suivre. Et justement, là, il y a SoftBank et Samsung, Guillaume, dont on va parler.
Bon, il n'y a pas énormément d'infos précises, mais on sait que Masayoshi Son, le patron de SoftBank qui possède ARM, va faire une petite visite chez Samsung pour, disons, resserrer les liens. Alors, les investissements massifs de SoftBank se sont révélés finalement complètement calamiteux, et donc Son recherche désespérément à rentabiliser son acquisition, quitte à le vendre au plus offrant. Bon, on sait qu'il voulait le filer à Nvidia pour 66 milliards. Les Anglais n'ont pas voulu. Bon, bah alors, il y a une rumeur comme quoi Qualcomm voulait aussi prendre des parts dans ARM, ce qui pose un certain nombre de questions selon le nombre de parts, bien entendu. Son se tourne du côté de Samsung, et c'est vrai que si Samsung lui-même devait mettre la main sur ARM, ça serait génial pour lui. Il s'en ferait l'équivalent d'Intel. Il posséderait des usines de fabrication et toutes les propriétés intellectuelles pour fabriquer les puces de A à Z, en fait. Il fabriquerait aussi donc les siennes, et puis il a aussi une propriété intellectuelle de celles que tous les autres fabriquent. Parce que tout le monde fait du ARM aujourd'hui. Et donc Apple devrait le payer. C'est un rêve humide à mon avis chez Samsung, il n'y a pas de souci. Bon, le problème, c'est que ça poserait justement des énormes soucis, pas moins de soucis en antitrust que l'acquisition par Nvidia, clairement. Ça en poserait même davantage. Donc Samsung produit tellement d'appareils électroniques dans tellement de secteurs que c'est impossible que ça pose pas de soucis en termes de concurrence. Donc reste à voir ce qui sortira effectivement de la visite de Masayoshi Son, donc suspense. Ouais, sur le papier, ça paraît quand même difficile à concevoir. Si le précédent a fait flop avec Nvidia, ça me paraît... Bon, écoute, on verra. Allez, un petit retour du côté du rachat. On en avait parlé par Adobe de Figma. Oui, petit retour sur un gros deal, donc à 20 milliards de dollars. Le gros deal du moment, Figma-Adobe. Avant qu'il soit tué dans l'œuf par un des 200 bureaux antitrust qui travaillent dessus en ce moment même, j'imagine. Le deal fait encore parler de lui parce qu'il contient une des plus grosses clauses de rétention de l'histoire. En gros, Adobe a conscience que la personnalité du CEO de Figma et son équipe est médiatiquement vraiment importante auprès de la communauté d'utilisateurs. Et donc, il lui offre pas moins de 1 milliard de dollars pour rester dans la boîte, en action, mais bon quand même, après le rachat. Et aussi 1,3 milliard pour d'autres membres de l'équipe. Bon, on sait pas exactement qui. Donc, il y a eu plus gros, mais c'est plutôt dans le secteur du commerce en dur ou de la finance, quoi. En tech, c'est quand même un petit record. Alors, c'était 1 milliard à l'époque, puisque l'action Adobe s'est cassé la gueule de 20%, parce que bon, depuis encore un mini-crack, voilà, depuis que la Fed a remonté ses taux, blablabla, bon, c'est un petit peu comme ça depuis des mois. Et donc, ça doit être moins aujourd'hui, mais enfin, ça reste de toute façon appréciable, on va dire. Le deal reste cher, même abstraction faite de ça, de toute façon, parce que 20 milliards de dollars, c'est quand même 50 fois le chiffre d'affaires annuel de Figma. Donc bon, voilà, si c'est pas vraiment pour racheter un secteur entier. Mais bon, toujours est-il que moi, je crois, comme je l'ai dit, pas des masses à la réalisation finale de ce deal. Donc je ne vais pas trop en discuter plus pour le moment. On reviendra dessus au besoin. Faites vos paris, c'est intéressant. La FTC qui voudrait en savoir un petit peu plus avant de se prononcer sur le rachat de iRobot, vous savez, les aspirateurs robots Roomba par Amazon qu'on avait relayé aussi il y a quelques semaines. Et oui, en parlant de gros deal, il y a celui entre Amazon et iRobot. Pour 1,7 milliard de dollars, le papa de Roomba vend son âme à Jeff. Donc apparemment, c'est 5 fois moins que MGM. Moi, je serais un Roomba, je serais vexé, je te le dis. Mais bon, ça reste quand même une acquisition sensationnelle dans le monde de la tech, et ça n'a pas raté. La FTC va examiner ça de plus près, d'après Politico. Et il y a une vingtaine d'associations, de toute façon, qui l'ont réclamé à corps et à cri. Donc la FTC veut plus de données des deux parties, et voilà, ils ont accepté de coopérer, ça va. Ils n'ont pas le choix en vrai. Mais bon, plus de données, ça veut dire une enquête plus approfondie, et donc une plus grande chance que le deal soit refusé. Donc voilà, cette acquisition, c'est pas un acquis, cette acquisition. Au passage, tu sais qu'il y a un truc, on parle d'aspirateur robot, juste, j'ai découvert il y a pas très longtemps qu'il y a plein de magasins en France qui te proposent la location longue durée de ton aspirateur robot. Location longue durée? Tu veux dire c'est comme une voiture, leasing? Exactement, non. Avec le même principe, mais à des prix, écoute, c'est complètement dingue parce qu'évidemment, ils te branchent en face les aspirateurs robots à 700, 800 balles, voire plus, et ils le font en toute tranquillité et en toute transparence auprès de personnes qui sont absolument pas conscientes du fait que pour leur parfois petit logement, ils ont pas besoin de trucs pareils et que un aspirateur robot Xiaomi à 150 balles fera largement le job. Faites attention. Franchement, faites super attention aux offres qui vous sont proposées dans les magasins parce que je trouve ça vraiment ahurissant. C'est vraiment une nouvelle manne d'arnaque qui, pour moi, se dessine. Soyez vigilants. De quoi on va pouvoir parler pour terminer cet épisode de Tech Café Week-end, Guillaume, l'atterrissage difficile pour Kitty Hawk? Et oui, vous vous souvenez de Kitty Hawk? Kitty Hawk, c'est une ville de Caroline du Nord dans laquelle les frères Wright ont fait leur premier vol en avion motorisé en 1903. Historique. Et voilà, après avoir étalé ma culture artificielle dopée à Wikipédia, on peut en revenir à Kitty Hawk, la boîte de Larry Page, du coup.
qui ambitionnait de créer donc des voitures volantes, hein, et donc il réduit sa voilure, bien entendu. Le fer de lance de Kitty Hawk, c'était Heaviside, donc un petit avion électrique avec 8 rotors qui lui permettaient de décoller à la verticale. Et il avait une autonomie de 160 km. Hein. Il était aussi relativement silencieux pour un truc avec 8 hélices, hein, puisqu'en fait il faisait 38 décibels à 500 mètres d'altitude contre 60 pour un hélicoptère. Donc c'est quand même assez massif, puisque l'échelle est logarithmique. Ouais. Alors massif combien ? Oui, c'est vrai ça, massif combien ? Donc petit exercice que je me suis auto-infligé pour calcul café. La différence entre les deux est donc de 22 décibels. 22 décibels, c'est 2,2 bels. Le rapport de puissance est donc de 10 puissance 2,2, soit un peu plus de 158. Donc un Heaviside est donc 158 fois moins bruyant à 500 mètres qu'un hélicoptère normal. Bon, c'était vraiment pas mal, hein. C'est dommage qu'ils doivent retourner au placard, ce Heaviside. Puisque bon, comme quoi Kitty Hawk ne travaille plus dessus. Voilà, il se concentre sur la R&D. Et donc bon, alors il n'y avait pas de débouché en fait. Je n'ai pas trouvé de débouché pour Heaviside apparemment. Et puis ben voilà, comme tout le monde, hein, je suppose qu'il y a juste moins d'argent. Donc il y aura des licenciements aussi, donc dans la maison mère de Kitty Hawk, mais pas chez Wisk Aero. Wisk Aero, c'est une start-up qui est issue de Kitty Hawk, mais qui travaille avec Boeing sur un taxi aérien qui continue comme si de rien n'était. Tout simplement parce qu'elle est perfusée en cash par Boeing, hein, puisqu'elle a levé en janvier 450 millions auprès de son partenaire. Et donc, il continue son boulot sur ce petit machin jaune qui, voilà, peut-être fera partie de la nuée de taxis volants qui survoleront les capitales mondiales de 2035. Je sais pas, bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à imaginer ça. Après, les analystes prédisent un marché de 150 milliards de dollars pour les taxis volants. Cette année-là, justement, 2035. Eh bien, écoute, on en reparlera dans le Tech Café numéro 840. Ouais, on aura le temps d'ici là. C'est vrai que j'allais justement te poser la question si tu croyais à un avenir sur ce genre de truc. Bon, tu as répondu toi-même avant que je te pose la question. Personne n'est jamais content, hein, a priori. Quand tu as la livraison offerte, ça peut pas durer, Guillaume. Et il faut faire évoluer ce sujet sur le plan législatif. La livraison gratuite, c'est fini. Ouais, alors je sais plus où j'ai entendu qu'un diplomate estimait qu'il y avait eu une bonne négociation quand, à la fin, personne n'est content. Bah, c'est logique en fait, hein, parce que s'il y a des gens contents et d'autres pas, c'est pas juste. Et de toute façon, c'est pas possible que tout le monde soit content. Voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, est-ce qu'on peut se dire que les frais de livraison à 3 € pour Amazon, c'est un bon compromis ? Puisque bon, le ministère de la Culture veut un montant minimum pour les livraisons, pour les frais d'envoi en ligne. Donc, si vous commandez pour moins de 35 € de livre, c'est 3 € de frais d'envoi minimum. Donc, sans doute qu'Amazon ne voulait pas de ça, bon, forcément. Les libraires, eux, voulaient plus. Et on les comprend hein, quand on voit les tarifs pratiqués par la Poste, ce qui a d'ailleurs permis l'émergence d'alternatives hein, comme Mondial Relais, Relais Colis et autres. Amazon pratique du dumping sur les frais de livraison depuis toujours de toute façon, hein, et les livraisons étaient d'abord gratuites. Il y a eu une loi en 2014 qui a été tellement mal foutue que il a mis la livraison à 1 centime Amazon, donc il se fout de la gueule du monde ouvertement depuis 8 ans. Hein. C'est clair. C'est vrai que c'est ça en plus. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore une loi qui se prépare pour corriger la loi débile de 2014 et qui doit encore passer devant l'Europe hein, avant d'être appliquée. Ça a mis 8 ans. Et ben oui, oui, je te jure. Donc, pourquoi 3 € et pas 4,50 € comme les préconisaient les librairies ? Alors ça, je sais pas exactement, parce que quitte à mettre des frais, alors après, évidemment, il y a d'autres trucs. C'est-à-dire, si tu mets évidemment plus de frais d'envoi, ça veut dire que tu tapes plus sur le consommateur qui va les payer. Et du coup, ça risque de taper sur la demande aussi. Donc, des frais d'envoi plus chers. C'est un panier plus cher qui peut aboutir à moins de livres achetés aussi. Donc, c'est un équilibre, difficile. Donc là, on est un peu entre deux. Donc, qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que va donner cette loi à long terme hein ? Est-ce que ça changera rien parce que la poste reste de toute façon trop chère et les ventes de livres seront moins nombreuses, peut-être, je sais pas, est-ce que les librairies passeront massivement chez Mondial Relais ? Est-ce que ça poussera les gens à aller plus sur place en librairie pour éviter justement des expéditions ? Est-ce que ça va pousser à acheter plus de livres électroniques ? Est-ce que j'ai encore beaucoup de questions rhétoriques comme ça auxquelles j'ai aucune intention de répondre ? Non, c'est bon. Et moi, je crois pas du tout, en tout cas, à la thèse de faire émerger le livre électronique avec ça. Je pense que si t'es pas convaincu par le livre électronique, c'est pas ce prix de la livraison qui va changer quelque chose. Voilà. Vraiment. Non, je pense que sensuellement, je le dis vraiment comme ça, sensuellement, c'est pas du tout pareil, quoi. Un livre électronique, c'est pas pareil. Ils ont chacun leur mérite, hein, mais bon, c'est vrai que ça m'étonnerait aussi. Bon, après, écoute, on verra. On verra. Et puis, la sombre histoire d'Amazon c'est simplement 3 petites heures, Guillaume. Qu'est-ce que c'est la durée d'enregistrement de Tech Café ? Oui, écoute, parfois, ouais, c'est
J'espère que ça va être un peu moins que ça. Mais bon, Oui, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle encore une fois de BGP. Donc BGP, on avait déjà parlé de BGP probablement à l'occasion d'un problème avec Facebook, il me semble. Donc c'est BGP, c'est Border Gateway Protocol. Et c'est un protocole qui permet d'établir les routes sur Internet. Donc, c'est-à-dire quels chemins prennent les paquets de données. Qui était tout tombé, ouais. Ouais, je crois qu'on avait parlé là-dessus, ou peut-être encore d'autres trucs. Toujours est-il que oui, effectivement, c'est une manière, effectivement, de négocier les routes sur Internet. Donc, les paquets de données circulent entre ce qu'on appelle des systèmes autonomes, les autonomous systems, qui sont un peu les gros nœuds du réseau. Donc, un système autonome, c'est lui-même un gros réseau qui a ses propres règles de routage interne, et qui donc communique avec d'autres systèmes autonomes et qui relaie comme ça, ils se relaient les paquets des systèmes autonomes à système autonome. Donc typiquement c'est un fournisseur d'accès Internet ou un hyperscaler comme Amazon ou un gros hébergeur, etc. Donc un paquet qui vient de vous va se balader comme ça de système autonome en système autonome jusqu'à tomber sur le bon serveur, et il le fait selon des routes cohérentes, c'est-à-dire qui tiennent compte de l'état des connexions, parce que voilà, certains systèmes autonomes peuvent disparaître tout simplement, donc les routes peuvent se reconfigurer presque en temps réel comme ça, et donc c'est décidé et c'est mis à jour en permanence via BGP. BGP c'est pas jeune, hein, c'est un protocole qui a ses faiblesses aussi et qui peut donc être utilisé, ces faiblesses peuvent être utilisées pour changer justement la carte routière d'Internet à notre profit, si on veut. Donc, et on peut donc, le temps que les ingénieurs de système se rendent compte que c'est bizarre, forcer par exemple tout le trafic d'un certain nombre d'adresses IP d'Amazon à passer par un obscur hébergeur anglais, par exemple. Pourquoi faire ? Pour détourner une URL et une IP vers ton serveur de smart contract, à la place de celui d'une bourse comme un Stellar Bridge, par exemple. Et en plus, comme effectivement les hackers sont bien en possession du domaine, puisqu'ils ont détourné les routes, ils ont reçu un vrai certificat TLS qui donne aux faux sites toutes les apparences de la respectabilité. Donc au total avec leur propre smart contract, les hackers ont détourné $200 000 de crypto. Donc, bon, c'est encore une arnaque. La crypto, c'est pas très original, mais ce qu'il est, c'est quand même le mode d'attaque. Et la réactivité aussi de chamallow-braisé d'Amazon. Parce que, pour des ingénieurs réseau avec les bonnes mesures, pour ces aiguilleurs d'Internet, si tu veux, c'est quand même très clair que la situation était bizarre. À partir du 17 août à 19h39, tout Internet s'est mis à faire passer le trafic de 255 adresses IP d'Amazon via un ASN anglais chelou. Bon. Et ça a duré 3h30. Un temps anormalement long avant qu'Amazon se réveille et exige de rétablir la bonne route. C'est pas la première fois en plus que ça se passe. Hein. En 2018, il y a eu un problème similaire qui était arrivé. Je ne me souviens pas du tout si on en avait parlé, mais bon, ça a poussé Amazon à publier 5000 de ses IP dans un registre public, dans lequel les systèmes autonomes, donc les AS, Autonomous Systems, pouvaient annoncer quelles adresses ils pouvaient donc annoncer, voilà, quelles adresses étaient valables, et ils pouvaient protéger ça avec des clés cryptographiques via ce qu'on appelle RPKI, c'est Resource Public Key Infrastructure. Et les hackers de cette année, ils le savaient ça, et ils ont pris la précaution de lister leurs adresses dans AS7, qui est un autre registre libre pour un système autonome, donc en fait, ils avaient une clé, et voilà. Donc les attaques BGP sont encore rares, mais elles arrivent, et elles risquent de se multiplier. Google lui-même a dit que BGP restait la principale vulnérabilité du réseau global, à cause de la lenteur de l'industrie à adopter le nouveau standard. C'est inquiétant au point que récemment, les départements de la justice et de la défense américaine ont appelé à se bouger pour établir et adopter des protocoles plus sécurisés. C'est aussi un problème de sécurité intérieure à leurs yeux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2016, le trafic de Verizon et d'une banque italienne a été intégralement routé par la Chine. Pendant quelques heures, pareil. Google a été offline pendant plus d'1 heure en 2018 à cause de ça. Alors, c'est une problématique globale, évidemment, ça concerne Internet dans son ensemble. Donc les États-Unis ne peuvent pas résoudre tout ça unilatéralement, mais ils peuvent quand même pas mal pousser à la roue. Et il faut quand même savoir que même la surcouche de protection qui existe, dont on vient de parler, la RPKI, elle n'est pas généralisée du tout. Elle est volontaire et elle concerne que 40% du routage aujourd'hui. Donc on vient de voir qu'elle n'est pas en plus forcément suffisante, donc il y a quand même une grosse marge de progression. Et c'est vrai que du coup ces braquages un peu sensationnels, comme ça, là, pourront peut-être forcer à changer les choses, même si ça va continuer probablement à être assez long. Bougez-vous, sortez-vous les doigts d'où je pense. C'est un peu le message peut-être qu'ils sont en train de vouloir faire passer. On espère que ça pourra se régler parce que quelque chose me dit que là, cet impact de $200 000, il aurait pu être bien pire et que d'autres idées bien plus
vénales verront le jour. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode week-end de Tech Café. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes abonnés au podcast, qui écoutez les épisodes semaine après semaine. Je me dois de vous rappeler que si vous appréciez Tech Café, que vous appréciez le ton qu'on emploie et l'information qu'on vous y délivre, eh bien vous pouvez soutenir le podcast en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos sur les modalités de participation. Vous profiterez en échange d'un flux privé sans la pub et d'ailleurs du chapitrage. Je sais que certaines personnes sont intéressées pour pouvoir passer d'une rubrique à une autre et d'aller directement à la rubrique qui leur paraît essentielle dans le conducteur de l'épisode. Donc du coup, vous contribuez aux épisodes hebdomadaires de Tech Café et puis vous profitez en échange de la totalité des épisodes sans la pub. C'est quand même cadeau. Merci beaucoup de l'envisager. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur Internet, je sais pas, mais par contre, je vais essayer de travailler ma dentiste pour qu'elle me mette un casque VR la prochaine fois. Ah, c'est une bonne idée ça. Je vais lui suggérer aussi parce que en plus j'ai des souvenirs pas agréables assez récents de dentiste. Bon. Merci beaucoup. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et bien sûr, vous nous retrouvez dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.